Salut. Apparemment, l'épidémie de Covid, ça pourrait être dû à une trop grande consommation de Nosferapti. Tu savais? Non, c'est pas des conneries, ça a été publié dans une revue scientifique. Euh... l'American Journal of Biomedical Science and Research. C'est fou, hein? Je ne vais pas vous faire un rappel sur la pandémie qu'on traverse en ce moment, je pense qu'on en entend suffisamment parler. Aussi, peut-être que vous vous souvenez qu'au début, beaucoup de médecins ont testé pas mal de traitements différents et ça a été beaucoup médiatisé, mais les résultats étaient pas foufou. Oui, je parle de l'hydroxychloroquine. En particulier d'une étude écrite par le collectif Laissons les médecins prescrire, collectif de médecins dont les conclusions étaient que l'hydroxychloroquine associée à un autre médicament, l'azithromycine, pourrait accélérer le rétablissement des patients atteints du Covid-19. Cette étude correspond à un document de plusieurs pages et a d'abord été publiée sur Internet. Comme ça. Comme si moi je vous balançais une étude sur un remède contre le sida dans un Google Doc. Évidemment, ça n'a aucune valeur scientifique. Quand on veut publier un article, ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Le collectif annonce donc qu'il va publier son article dans une vraie revue scientifique. Le truc, c'est que l'étude est très faible d'un point de vue méthodologique et les données présentées ne permettent pas de soutenir les recommandations des auteurs. Et c'est pas moi qui le dis, mais d'autres études sorties par la suite, beaucoup plus ambitieuses et publiées dans des grandes revues biomédicales. Bref, après l'avoir soumis à différentes revues qui l'ont probablement rejeté du fait de sa faible qualité, l'article est soumis à Asian Journal of Medicine and Health et publié le 15 juillet 2020. Cette publication provoque de vives réactions dans le milieu académique et médical et pour cause. La revue en question est à l'évidence une revue prédatrice. Mais vous verrez, on va en reparler, elle a été prise à son propre jeu. Avant de vous définir ce qu'est une revue prédatrice, il faut que je vous explique rapidement comment on fait normalement pour publier un article scientifique. Ça commence donc lorsque un ou plusieurs chercheurs ont terminé leur recherche sur un sujet donné et qu'ils ont tout mis plus ou moins au propre sur un même document. Ils proposent ensuite ça à différentes revues scientifiques, c'est-à-dire des journaux, qui vont ensuite pouvoir le publier pour qu'il soit accessible au reste de la communauté et à n'importe qui ayant accès à la revue en question. L'article, une fois accepté, sera alors diffusé, archivé et éventuellement réutilisé par d'autres chercheurs pour sans cesse augmenter nos connaissances. Une des étapes cruciales dans ce processus, c'est de s'assurer de la qualité de l'article proposé. Aussi, lorsque celui-ci est envoyé à une revue, l'éditeur en chef va le soumettre à des spécialistes du domaine concerné, mais qui n'ont aucun lien avec l'étude en question. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la relecture par les pairs, ou peer review en anglais. Les relecteurs doivent alors émettre un avis sur la qualité de l'article, en gros est-ce que c'est publiable ou pas, et éventuellement proposer des modifications à faire en vue de l'améliorer. Le ou les auteurs renvoient donc leur copie suite à ces remarques, jusqu'à ce que la revue juge que l'article est d'une qualité suffisante pour être publié. Maintenant, il faut savoir qu'il existe deux grandes façons pour un auteur ou une revue de publier un article. La première, qui est la plus ancienne et qui concerne près de 70% de tous les articles, est la voie que j'appellerais classique, où l'auteur de l'étude ne dépense pas un centime pour publier sa recherche. En revanche, celle-ci ne peut être consultée que si vous êtes abonné à la revue en question, et en pratique, ce sont les universités qui s'abonnent à différentes revues. Le problème avec ce système, c'est que l'accès aux articles est limité 1 aux chercheurs et personnes rattachées à des universités, et que 2, les universités ne peuvent pas s'abonner à toutes les revues existantes, étant donné le coût considérable de ces abonnements. Ainsi, même si vous êtes chercheur, il est possible que vous ne puissiez pas accéder à l'article publié par un de vos collègues. C'est ballot. En réponse à ce constat, un mouvement est progressivement apparu, celui du libre accès ou open access.
Ce système repose lui sur le principe de l'auteur-payeur. Cette fois, le chercheur va débourser une certaine somme d'argent pour publier son article dans une revue qui en échange s'assurera que celui-ci soit disponible pour tout le monde sans avoir besoin d'un abonnement. Et c'est suite à l'essor de ce système que sont apparues à la fin des années 2000 des revues prédatrices. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une revue prédatrice ? Comment les reconnaître ? Pour mieux nous parler de tout ça, je laisse la parole à Hervé Maisonneuve, médecin et spécialiste de la rédaction scientifique. Les revues prédatrices sont des revues qui imitent les revues légitimes, mais dont le principal objectif est d'être mercantile et de gagner de l'argent. Donc ce n'est pas la question de diffuser de la science ou voir de la bonne science qui est leur moteur. Comment les reconnaître ? Il faut du temps pour être sûr que c'est une revue prédatrice. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de petits indices qui font douter. Le site, par exemple, peut avoir des sujets ou des thèmes, des articles hors de la discipline. Le site n'est pas très professionnel, il peut y avoir des fautes d'orthographe, des images floues ou déformées. La langue, parfois, n'est pas toujours très bonne. Il apparaît des mesures d'impact qui ne sont pas les mesures d'impact habituelles, avec des index nouveaux. Il y a la promesse d'être publié très vite, sous 15 jours, voire moins de temps en temps, ce qui n'est pas le délai habituel des revues. La soumission n'est pas faite en ligne, encore que maintenant les revues se professionnalisent et commencent parfois des soumissions en ligne. C'est fait par un email à un attachement. On voit apparaître de nouvelles revues avec des titres proches des titres qu'on connaît. Je vais prendre un exemple dans ma discipline. Vous avez une revue qui s'appelle Chest, qui est extrêmement connue, est apparue Journal of Chest. Même couverture, même police de caractère, des articles piratés. Donc déjà, les différencier peut être un petit peu difficile. Bien sûr, il y a tous les messages comme quoi l'éthique est respectée. Et puis, il y a ces frais de publication qui sont de 500 €, 300 €, donc ils ne sont pas chers. Et puis, vous recevez spontanément des emails de sollicitation, ce qui n'est pas l'habitude des revues légitimes. J'emploie le terme légitime pour toutes ces revues de sociétés savantes à comité de lecture qui existent depuis très longtemps. Mais avec le temps, depuis 2010, et ça va bientôt faire 12 ans, ces revues que nous appelons prédatrices, encore que le mot puisse être discuté, ces revues prédatrices commencent à savoir mieux faire le métier. Elles travaillent un petit peu mieux. Elles commencent à faire une évaluation par les pairs, de mauvaise qualité, mais rapide quand même. Elles commencent à mettre plus de noms d'experts importants sur des faux comités de rédaction. Donc ces revues se professionnalisent un petit peu, ce qui fait qu'il existe de temps en temps ce que certains appellent la zone grise, parce qu'il faut voir que vous avez d'un côté des revues légitimes de sociétés savantes, dont certaines ne marchent pas toujours très bien, et vous avez des revues prédatrices qui marchent de mieux en mieux. Ce qui fait qu'il y a des groupes qui jouent là au milieu. Alors deux, dont je vous cite les noms avec le risque d'être attaqué pour diffamation, qui sont les groupes MDPI et les groupes Frontiers, que je mets dans des zones grises, parce que dans ces groupes, il y a à la fois d'excellentes revues, et il y a à la fois des revues de novo qui sont créées à toute vitesse pour faire n'importe quoi. Et en général, ces revues prédatrices vont jouer sur des suppléments ou des numéros spéciaux thématiques. Donc on va essayer de faire plus vite des numéros spéciaux plutôt que rester dans une tomaison habituelle, on va en faire tous les mois ou autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'impact négatif qu'ont ces revues prédatrices sur le milieu de la recherche. Premièrement, elles permettent de publier au mieux des articles de piètre qualité et au pire de véritables fraudes scientifiques. Ces articles, parfois repris dans les médias, contribuent à ternir la réputation des institutions de recherche, mais aussi à discréditer la science de manière générale auprès du grand public. Du côté du chercheur, publier dans une revue prédatrice est aussi préjudiciable. En effet, les travaux risquent d'être moins lus car la revue ne sera potentiellement pas indexée dans les bases de recherche et certaines revues n'archivent même pas les articles qu'elles publient, ce qui les fait totalement disparaître passé un certain temps. Au-delà de ça, c'est la réputation du chercheur qui peut être, et c'est de plus en plus le cas, négativement impactée si l'on aperçoit sur son CV des publications dans ce genre de revue.
Comme nous l'a expliqué Hervé Maisonneuve, distinguer une revue prédatrice d'une revue légitime n'est pas toujours facile, d'où la notion de zone grise dans laquelle on peut classer un certain nombre de revues. À ce propos, Kyle Seiler, un chercheur de l'Université de Montréal, écrira dans un article paru en 2020 « La prédation dans la publication scientifique n'est pas un simple phénomène binaire, mais devrait être vu comme un spectre sur lequel plusieurs degrés d'illégitimité coexistent. » Revenons à l'article du collectif « Laissons les médecins prescrire » que j'ai évoqué en introduction. À la sortie de l'article, de nombreuses personnes ont accusé cette revue d'être une revue prédatrice. Et pour en avoir le cœur net, Mathieu Rebaud, doctorant en biochimie des protéines à l'université de Lausanne, et 3 de ses collègues ont décidé d'écrire eux aussi leur article pour Asian Journal of Medicine and Health, avec, vous allez le voir, une bonne dose d'humour. Alors, pour te résumer l'histoire, c'est assez drôle parce que il y a 2 axes en fait. Le premier, c'est de montrer en fait avec humour et juste un petit peu de dérision qu'il y a un clientélisme qui existe pour tout ce qui est revue prédatrice de la part de certaines personnes qui veulent mettre un espèce de vernis pseudo-scientifique autour de certains articles qu'ils écrivent en disant regardez, ça a été publié, ça a été peer-reviewé et du coup c'est la preuve quand même que ce qu'on dit c'est pas n'importe quoi. Et puis deuxièmement, c'est aussi s'attaquer à tout ce problème qu'il y a des revues prédatrices en elles-mêmes, parce qu'il en existe de plus en plus, et c'est un véritable fléau et un véritable danger en fait pour beaucoup de chercheurs et de jeunes chercheurs qui peuvent se faire attraper, parce que le problème c'est qu'une fois qu'on a publié dans une revue prédatrice, si on le fait un petit peu de manière, on va dire, naïve, ça peut nous poursuivre tout le reste de notre vie, parce que généralement le problème qu'il y a avec les revues prédatrices, c'est que de 1, ils refusent généralement de retirer l'article, ils vont garder les données, ils vont garder les choses, etc. Et puis eux, ça va leur faire une pub peut-être positive pour un journal qui est mauvais et dont on connaît en fait les pratiques prédatrices. Donc c'est vrai qu'il y avait ces 2 axes principaux. Et puis la source d'inspiration première, c'était aussi que le journal n'a pas été choisi au hasard, l'AJMA, donc le Asian Journal of Medicine and Health, qui a été choisi parce que c'était le journal qui a été mis en avant par Violaine Guérin et puis Géraldine Vossner, qui ont en fait utilisé ce journal pour présenter une de leurs études en disant oui, ce journal, c'est un journal sérieux, on lui fait aussi confiance qu'à The Lancet, etc. Ouais. Pour info, The Lancet, c'est juste un des journaux parmi les plus prestigieux et les plus réputés en médecine. Rien que ça. Leur article, publié en anglais puis traduit en français, s'intitule donc « Contrairement aux attentes, SARS-CoV-2 plus létal que les trottinettes. Est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être la seule solution ?» Et c'est une pépite de bout en bout. Je vous invite évidemment à le lire par vous-même. Vous trouverez les liens en description, mais en substance, l'article cherche à prouver, à l'aide d'études farfelues, de captures d'écran Twitter ou de références tirées de Google Actualité, que l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine devrait être utilisée en urgence pour éviter les accidents de trottinette. On était là, oui, alors ce journal a l'air aussi sérieux qu'un journal prédateur, c'est-à-dire que si je paye 50 balles, je publie ce que je veux dedans. En fait, je commençais mes vacances d'été, j'avais un petit peu de temps à tuer, et avec mes collègues, on s'est dit, bon, on va écrire ça, puis on va essayer de le faire rapidement, donc ça nous a pris 3 jours. On était 4 très motivés, et du coup, on a vraiment en fait surenchéri chacun sur nos blagues en se disant, ça passera jamais, et en fait, ça passera jamais, et on avait la chance d'avoir quelqu'un comme Valentin Ruggeri qui a pu lui prendre une image complètement fictive, un peu de patiente qui était soi-disant tombée. Et je ne sais pas si tu as vu sur l'image de la patiente dont on met la coupe, où on dit que c'est une coupe je sais plus quoi, alors que c'est pas du tout ça, une coupe sagittale, je crois, alors que c'est absolument pas ça. Et en fait, le nom de la patiente, elle s'appelle J'ai mal aux fesses. C'est marqué sur l'image. Ah oui, j'ai mal. J'ai mal aux fesses, ouais. Donc... Ah, j'avais pas vu ça. Ah oui, c'est vraiment... Il y en a partout, il y en a partout. Ouais. Des petites pépites cachées comme ça. Ah, j'avais pas vu, effectivement, ouais. Quand ça a été accepté, on était complètement incrédules parce qu'on s'est dit, avec le nombre de conneries qu'on a écrites, c'est pas possible que ça soit accepté. Déjà, c'est moi qui me suis occupé de faire tous les mails avec l'éditeur sur place. Ouais. Donc c'est moi qui ai échangé avec les gens. Et je voyais bien que l'anglais, c'était pas leur langue de base non plus, et puis que c'était un petit peu approximatif dans ce qu'ils me répondaient. Et il y a eu des échanges qui étaient complètement hallucinants, c'est-à-dire que j'envoie le papier, quelques jours après, je reçois le papier en retour, il faudrait que toutes les figures se soient écrites en anglais dessus.
Et en fait, il y a une des figures, c'est carrément un truc qu'on a coupé de Twitter. Tu vois qu'il y a encore le 1 like et puis le 2 retweets, Oui. je crois. Et en fait, si tu regardes bien, les mois, en fait, on les a effacés avec Paint de manière dégueulasse et on les a réécrits. Paint, c'est même pas droit et c'est écrit de manière immonde parce que c'était écrit en français, donc on les a mis en anglais. Tu vois, typiquement, c'est vraiment le truc qu'on se disait, plus on avançait, plus on écrivait. Et au moment où j'ai soumis le machin, je me suis dit, non, mais jamais ça passera, tu vois, parce que c'est complètement abracadabrantesque. Et Ouais. du coup, en fait, tu reçois une correction en mode oui, alors il faudrait juste que les figures soient en anglais pour que tous les textes soient en anglais. Puis on fait attends, on va faire ça via Paint pour 2 figures. Tu renvoies, et puis les mecs font merci, c'est bon. Puis 2 jours après, tu reçois faudrait payer. Puis après, tu fais bon, bah on paye. Et après, tu te dis du moment que tu payes, c'est que ça va être bon, quoi, généralement, pour ce Bah, genre de journaux. Puis après, bah oui. on a reçu les retours des reviewers. Ça voulait rien dire. C'était incroyable. Il y en a un qui nous fait mais on comprend pas pourquoi vous avez pas fait une autopsie en fait des gens qui étaient décédés. Puis on fait bah en fait le responsable du cimetière il avait perdu en fait le registre du cimetière. On avait des pelles mais on pouvait pas creuser toutes les tombes et puis chercher tous les cadavres. En fait ça aurait pris trop de temps. Puis on l'a rajouté dans la publice et puis il nous fait ah ouais ok on comprend. Très bien, c'est bon. Ça me va. Et du coup, on l'a renvoyé tel quel, puis on a fait voilà, on a fait la traduction, ça vous va? Puis en fait, ils nous ont fait ouais, c'est bon, on était là. Ah, ok. Nous, on a écrit ça, on s'est dit alors, soit on a raison, et c'est un journal prédateur qui accepte absolument tout, soit on se fait jeter comme des malpropres, et honnêtement, on Ouais. s'attendait à se faire jeter comme des malpropres. Mais non! La revue est donc bien discréditée, pas de doute là-dessus. Je vous mets aussi en description le lien vers l'étude mentionnée au tout début de la vidéo sur le lien entre la consommation de Nosferapti et l'apparition du Covid dans la ville de Sillage, dans la région de Chios, en France. Oui, ça a été publié. Mais alors maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'on peut entrevoir des solutions pour lutter contre ce problème des revues prédatrices ? Oui, mais je suis pessimiste. Alors attention, ce que font les revues prédatrices n'est pas illégal. C'est illégal s'ils volent, s'ils font du plagiat, s'ils font des choses comme ça, mais avec le temps, elles font de moins en moins ça. Donc elles ont le droit d'exister. Donc ça, c'est déjà un problème extrêmement complexe. On ne peut pas aller au tribunal et leur dire d'arrêter leur business. Je suis pessimiste parce que je pense qu'on ne pourra changer ce système ou avoir une influence que si tous les acteurs s'y mettent ensemble. Parce que si un seul acteur le dénonce, par exemple ici, dans mon domaine, uniquement les chercheurs, et s'il n'y a pas les autres acteurs, on n'y arrivera pas. Alors, les acteurs, citons-les. Bon, d'abord, bien sûr, ce sont les chercheurs. Mais les chercheurs à la fois qui soumettent et les chercheurs qui acceptent passivement que leur nom et leurs photos soient sur des comités de rédaction. Il y en a 5000 Australiens qui ont été listés, qui sont sur des comités de rédaction. Et ce sont des gens à notoriété. Donc eux ne font rien parce qu'ils laissent passer. Je connais des gens que ça ne gêne pas. Alors là, c'est toute la communauté des chercheurs et des acteurs. Ensuite, il y a bien sûr toutes les universités et toutes leurs instances qui devraient agir sur leur site internet, par leur commission de déontologie ou d'autres, par les conférences de doyens, par les conférences de présidents d'université. Mais là, ça ne va pas vite, la prise de conscience n'est pas forte. Ensuite, les revues légitimes devraient propager de plus en plus de messages et avoir une action pédagogique vis-à-vis des auteurs. Les financeurs, les organismes de financement, l'agence de recherche, qui va attribuer des financements à des CV qui vont contenir des articles de revues prédatrices. Les sociétés savantes devraient se mobiliser et devraient expliquer à leurs membres, puisque ce sont les sociétés savantes souvent propriétaires des revues scientifiques, ce qu'est le problème et ce qu'il faut changer. Tout ce que sont les comités d'éthique de la recherche, qui existent dans l'animal, dans l'homme, peut-être plus que dans d'autres domaines, mais souvent il y a des protocoles pour la gestion des données, où il y a un certain nombre d'arcanes à passer, la CNIL ou autre, devraient aussi s'interroger là-dessus. Et bien sûr, je n'oublierai pas, et c'est un gros problème,
les médias au sens large, les journalistes, les citoyens et les politiques. Parce que si les médias continuent, et ça s'est vu dans la crise du Covid, à faire des émissions de télé sur des articles publiés dans des revues prédatrices, on aura beaucoup de difficultés. Alors je dis médias, journalistes, citoyens avertis, et je dis politiques parce qu'ils ont dans leurs mains la possibilité peut-être d'essayer de pousser sur les organismes de financement, les universités, par exemple, de ne pas nommer des professeurs qui ont des articles de revues prédatrices sur leur CV. Donc ce n'est qu'une action conjointe de tous les acteurs qui, pour moi, pourra faire changer ce système. Ça vous explique pourquoi je suis pessimiste, parce que tout le monde est d'accord d'y aller, mais tout le monde est d'accord pour dire qui c'est qui commence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais ne partez pas tout de suite, il y a un petit bonus à la fin. Pour cette fois, on est sorti du cadre des géosciences, mais c'était pour parler d'un sujet qui touche toutes les disciplines scientifiques. Cette vidéo, elle a aussi pour vocation d'être partagée, faire connaître le problème des revues prédatrices au plus grand nombre, alors n'hésitez pas. Sinon, comme d'habitude, si vous appréciez la chaîne, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode sort. Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de ma page Tipeee. Si vous pouvez vous le permettre et vous voulez soutenir directement la chaîne et m'aider à produire plus de contenu dans des meilleures conditions, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour, le lien est dans la description. Allez, sur ce, merci encore, et ciao. Petit bonus, si vous cherchez à savoir si une revue est légitime ou pas, sachez que vous pouvez le faire à l'aide de différentes listes et sites internet. Il existe des listes de revues prédatrices, mais pas toutes très bonnes. La meilleure est payante, c'est la liste de Cabell avec 13 000 revues. Donc le conseil est d'aller sur des petits sites comme Think, Check, Submit, qui vous aideront à choisir la revue pour soumettre. Et le conseil est de ne soumettre que dans des revues indexées, dans des bases de données comme Web of Science, Scopus ou des bases de votre spécialité, sans oublier une base qui s'appelle le DOAJ, Directory of Open Access Journal, qui contient environ 15 000 revues purement électroniques, base qui est contrôlée.